Bonjour Myriam Philibert. Bonjour. Alors vous avez une biographie qui est conséquente et donc moi ce que je voulais vous poser comme question, la première question, c'est qu'est-ce qui a déclenché votre envie d'écrire ce livre consacré aux pérégrinations des âmes? C'est un livre qui a été édité chez Liber Mirabilis, Jean-Marc Savary. Alors, effectivement, j'ai une bibliographie assez conséquente avec 35 ouvrages. Ce qui m'a donné l'idée de ce livre-ci, c'est justement le titre de Mort et immortalité, où j'avais recueilli une grande documentation. Et puis, parallèlement à ça, j'ai fait des recherches sur l'Égypte. J'ai une pleine boîte archive de documents sur le passage de l'âme dans l'Égypte ancienne. Donc, si vous voulez, à partir de là, il y a également matière. Et le dernier point qui m'importe beaucoup, c'est le fait que à l'heure actuelle, euh, beaucoup de gens ne croient pas en l'immortalité de l'âme et se privent de trésors de la pensée humaine. Et donc, vous voulez, c'est un petit peu pour lutter contre cette forme de matérialisme sans espoir que je me dis euh, qu'il faut aller chercher vers les pérégrinations de l'âme, ces pérégrinations pouvant se faire soit du vivant de l'individu, c'est-à-dire dans le rêve, la transe, etc., soit après la mort, et donc c'est tout le passage de l'âme dans ce que les Tibétains appellent le bardo. Oui. Et au niveau de l'âme, là, j'ai relevé une citation là, en page 7 du livre. L'âme est une rivière remplie avec l'eau de la maîtrise de soi. Son courant est la vérité, ses rives sont une conduite vertueuse et ses vagues sont la compassion. Oui. Alors, Alors, la question excusez-moi, je vous entends. Allez-y, allez-y. La question de l'âme est un vaste sujet et effectivement, selon la civilisation qu'il aborde, la réponse sera différente. Au Mexique, dans certaines tribus indiennes, l'homme a 17 âmes. Pensez un peu, ça fait presque Oui. désordre. Et en fait, on va dire que ce sont les Romains qui ont un peu semé la panique dans l'histoire de l'âme en ayant deux mots pour la désigner. Donc, il y a anima et il y a animus qui a pratiquement le même sens. Et en fait, ces deux mots ont fait les choux gras, si je puis dire, de l'école de Freud, qui les a repris à son compte en leur donnant une valeur spécifique particulière. Mais moi, ce que je souhaite dire, c'est euh, qu'il faut partir sur la notion des trois corps et ainsi distinguer âme, ce qui anime l'être humain, et esprit, ce qui correspond, si vous voulez, à quelque chose de plus élevé, de plus en lien avec les, les sphères supérieures. Oui. Donc, là, justement, vous aviez un peu anticipé un peu la question par rapport aux civilisations. Alors, la question était, quelle civilisation évoquez-vous dans ce livre? Donc, je suppose qu'il y Alors, a... Allez-y, oui. alors dans ce livre, je développe bien entendu les civilisations traditionnelles, l'Égypte, la Grèce, le Tibet aussi. Et si vous voulez, c'est pour toute la partie traditionnelle, mais j'aborde dans un des chapitres tout ce qui concerne les civilisations un peu plus récentes, c'est-à-dire à partir de l'arrivée du christianisme et ce qui se passe enfin, un peu dans le christianisme et dans l'islam. Où, si vous voulez, on rompt avec la tradition dans la mesure où on croit à la résurrection des corps
à la fin des temps. Et cette approche qui n'a même pas vraiment complètement convaincu Saint-Augustin est un petit peu quelque part déficiente par rapport aux approches plus anciennes et plus traditionnelles. Quelle similitude trouvez-vous dans ces pérégrinations des âmes entre la civilisation d'Orient et l'Occident? Alors, si vous voulez, toutes les sociétés traditionnelles, que ce soit l'Égypte ou que ce soit le Tibet, on va prendre deux exemples, ont la même approche de l'âme, si vous voulez, dans la mesure où, pour ces civilisations, l'âme est éternelle. L'âme n'a pas de fin, l'âme est éternelle, donc si vous voulez, elle va pérégriner, si je puis dire, de corps en corps au fil du temps et au fil des réincarnations. Et donc, en fait, la thèse de la réincarnation est celle qui court en Égypte et au Tibet. Mais cependant, il y a certaines personnes qui bénéficient, si je puis dire, d'un statut particulier. Il s'agit donc du pharaon en Égypte et il s'agit bien sûr des grands sages au Tibet. Et ces personnes ont accès à l'immortalité, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ils acquièrent une enveloppe d'immortalité ou une enveloppe de gloire, et en fait, ils sont au niveau du monde des dieux. Mais bien sûr, c'est quelque chose d'un peu particulier. Les âmes du commun des mortels sont condamnées à pérégriner, donc à aller de corps en corps. Et dans le livre, vous évoquez le chamanisme de façon assez recherchée. Le chamanisme ouvre-t-il des portes dans la compréhension vers l'inconnu? Alors, oui, je préférerais le terme d'interface Oui, qui vous explique la simultanéité du passage d'un plan à un autre. En fait, je me suis beaucoup intéressée au chamanisme dans le cadre de l'association dont je m'occupe et il nous est arrivé des aventures extraordinaires. Et je vous dirai juste une petite anecdote. Il suffit de porter un bandeau avec des franges pour avoir accès à cette interface, donc, qui est un autre monde, qui n'est pas l'autre monde avec un grand A, mais qui est un autre monde. Si vous voulez, c'est comme si vous aviez deux plans dont le premier est transparent et le deuxième, le réel, est derrière. Voilà comment ça se passe. Et donc, en fait, quand vous avez accès à ce type-là d'expérience, que vous êtes capable d'entrer facilement en transe, le chamanisme, pour vous, c'est une source de savoir et de connaissances. J'ai une question encore par rapport peut-on faire un pont entre l'alchimie opérative et la pérégrination d'une âme? Oui, alors en fait, bon, peut-être que le terme pérégrination ne sera pas adéquat. Il faudrait plutôt employer le terme de métamorphose. En fait, pour l'alchimiste opératif, s'il fait parfaitement son travail au laboratoire, s'il a bien entendu un oratoire qui fait le pendant du laboratoire, un jour ou l'autre, il va développer ce que l'on appelle un corps d'immortalité ou un corps de gloire, ce dont je parlais tout à l'heure à propos des grands sages au Tibet ou en Égypte. Et donc, en fait, il est amené à devenir, entre guillemets, un être de lumière. Et je vous assure, les êtres de lumière, j'en ai rencontré. C'est assez surprenant au départ, surtout quand on ne s'y attend pas.
C'est sûr, c'est une expérience qui doit être à la fois très enrichissante, mais aussi qui doit vous mettre dans un état peut-être un peu, disons, un peu fébrile, non, peut-être, non? Alors, j'ai une question un peu plus personnelle, hein. Vous êtes une personnalité incontournable de la revue Liber Mirabilis, à laquelle vous collaborez aux côtés de Jean-Marc Savary depuis des dizaines d'années. Cela fait une très grande amitié entre vous. Qu'est-ce que ce bimestriel a d'essentiel pour vous? D'ailleurs, avant que vous répondiez, je voudrais simplement, parce que j'ai eu en main le dernier livre de l'édition Liber Mirabilis numéro 127, où vous écrivez, les enveloppes subtiles de l'être. Donc, voilà, donc je reviens à ma question de euh, qu'est-ce que ce bimestriel a d'essentiel à vos yeux? Puisque vous êtes une collaboratrice très engagée là, sur cette revue. Alors, si vous voulez, j'ai commencé à collaborer avec Jean-Marc quelques années après avoir publié mon premier ouvrage. Et, et en fait, nous sommes allés en Égypte ensemble, ce qui a été une expérience inoubliable et je dirais même fabuleuse. Et ce qui me plaît beaucoup dans la revue Liber Mirabilis, c'est le côté associatif qui fait que on se sent totalement intégré dans la revue. On n'est pas un pion qui écrit une page pour un magazine, on fait partie de l'association. Et faire partie de l'association, c'est ce qui, à mon sens, me paraît le plus intéressant, le plus significatif, le plus valorisant aussi, le plus essentiel, puisque c'est le mot qu'il faut employer. Et je me rappelle de séminaires à Carcassonne, de banquets dans le temps jadis, mais bon, tout ça, c'est un peu le passé, mais je veux dire, ça reste présent dans, Oui, et puis, de dans toute mon façon, cœur. et de toute façon, la revue Mirabilis a encore de longues années devant elle, hein. Donc, pour ma part, personnellement, je suis abonné à la revue, donc je peux corroborer ce que vous me racontez, ce que vous me dites par rapport à la revue. Bon, pour ma part, j'avais fait un plan de questions pour le livre La pérégrination des âmes. Maintenant, si vous avez ajouté des choses ou des choses que vous voulez dire, vous pouvez développer si vous souhaitez. Écoutez, là, vous me prenez un peu au Non, mais dépourvu. je vous dis, c'est comme vous le souhaitez, hein, c'est comme vous le souhaitez. Euh, je, Oui, c'est un livre, si vous voulez, qui a quand même, qui est un peu ubiquiste, puisque je parle de différentes civilisations, même si certaines ont été peu abordées. Je voudrais quand même dire un dernier mot sur une question que l'on n'a pas abordée du tout, c'est l'état de rêve. Et l'état de rêve est quand même quelque chose qui est le plus simple comme pérégrination de l'âme, si vous voulez. Et celle-là, elle est offerte à tout un chacun. Alors ceux qui me diront, je ne rêve pas, c'est faux. Tout le monde rêve. Le tout, c'est d'arriver à se souvenir des rêves. Et donc, en fait, il y a tout un tas de méthodes qui permettent justement d'aborder ces rêves, ses propres rêves, de les décortiquer, de les analyser, aussi de les susciter. On peut arriver de ce dont on a besoin. C'est-à-dire, si vous avez quelque chose de difficile à faire, vous rêvez que vous le réussissez, et quand vous avez à le faire, vous le réussissez. Donc ça, le rêve est, je crois, le meilleur des outils, et j'encourage vivement chacun à cultiver le rêve. Donc, rêvons tous et on se portera mieux dans la vie de tous les jours.
c'est un peu le message aussi que j'ai compris. Voilà, est-ce que j'aurais répondu à toutes vos Ah oui, questions de tout à attente? fait, tout à fait. Mais j'étais très heureux et très honoré de pouvoir de réaliser cette interview. On a eu au début quelques problèmes techniques, mais bon, voilà, avec la volonté, on y arrive. Et je vous remercie d'avoir été tenace pour y arriver. Et puis moi, j'apprécie beaucoup votre démarche et une interview qui m'a beaucoup rendu heureux, quoi, et honoré Ben, surtout. merci aussi à vous parce que ça m'a fait plaisir de vous connaître au moins à travers l'image. Et puis, merci à Jean-Marc pour tout le travail qu'il réalise. Voilà, Ça, c'est important. voilà, merci à vous. Et puis, bonne continuation dans les pérégrinations. Et puis, peut-être une prochaine interview.